Et si, pour découvrir le monde au ralenti, on reprenait le train ? Et si finalement, ce n'était pas la destination l'important, mais plutôt la route qui y conduit ? En abandonnant l'avion pour privilégier les trains régionaux, les trains de nuit ou les trains grandes lignes, j'ai eu envie de retrouver le goût de l'évasion à 2 pas de chez moi ou à l'autre bout de l'Europe. Autant de morceaux de France et d'Europe à croquer en podcast, le temps d'une échappée feuilletonnée à picorer chaque semaine à la pause déjeuner. Chouchou, le podcast qui te remet sur les rails, raconte des histoires d'escapades ferroviaires pour t'aider à t'évader, t'inspirer et pourquoi pas imaginer ton prochain voyage en train dans ta région ou beaucoup plus loin. Cet automne, dans la France baladeuse, je t'emmène sur les rails en Occitanie pour une série spéciale à la découverte de quelques-uns de ses plus beaux villages. Sans voiture, avec mon sac à dos, en train ou en bus, je t'invite à découvrir Lozerte, Saint-Cyr-la-Popie et Cordes-sur-Ciel. Destination Toulouse-Matabiau. Prochain arrêt, Lézignan. Cette semaine, je t'embarque avec moi dans le pays de Serres, aux confins du Lot et du Tarn-et-Garonne, un territoire rural au très riche patrimoine médiéval. Rendez-vous en gare de Montpellier pour embarquer dans un lit au train direction Toulouse. Ma destination du jour, c'est Lozerte, une superbe cité médiévale perchée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur son éperon rocheux, elle veille depuis des siècles sur les pèlerins en route vers l'Espagne. Pour y arriver, il faut encore prendre un train jusqu'à Moissac, puis un bus pour les derniers kilomètres. Je débarque à la nuit tombée au petit camping du Beau Village, une adresse familiale en bord de rivière. Ma soirée est rythmée par les entraînements du club de football tout proche et le son de l'eau qui s'écoule. Réveil au petit matin pour aller rejoindre Sandy, une véritable amoureuse de Lozerte qui va me faire découvrir tous les secrets du village. Sandy, bonjour, je suis très heureux de te retrouver ici à Lozerte. Alors tu m'as donné rendez-vous dans un lieu qui est complètement insolite. Tu m'as donné rendez-vous dans une cave. Pourquoi est-ce qu'on est ici ? Et oui, dit comme ça, une cave, ça paraît insolite, ça paraît un peu bizarre. Et là, on est même dans le 2e niveau de la cave de la maison du juge. C'est ce qu'on appelle la cave du sénéchal. Alors les voûtes sont superbes, des voûtes en ogive avec des clés de voûte sculptées. On est sur une cave qui a été refaite au XIVe siècle. Ça permet vraiment de comprendre le mode de construction des premières maisons à la fin du XIIe siècle. Parce qu'en fait, pour prélever la pierre, on va prendre sur place, sur chaque parcelle, on va dégager le rocher, tailler la pierre et s'en servir pour bâtir la maison au-dessus. Alors c'est vrai que les caves, ce sont les carrières de pierre initiales, mais évidemment ça va devenir aussi le frigo du Moyen-Âge. Donc la zone de stockage, c'est pour ça qu'on retrouve quelques anneaux dans les voûtes en hauteur. Ça permet tout simplement de suspendre la marchandise. Donc on suspendait le pain, on suspendait les charcuteries, tout simplement par peur des rongeurs et notamment des rats. Après, ce qui est sympa dans cette cave, c'est de voir les signes, les symboles. Là, tu vois, donc on voit des croix qui sont gravées en fait sur les pierres des voûtes. Ça nous rappelle tout simplement les tailleurs de pierre qui, au Moyen-Âge, alors travaillaient en mode compagnon, donc en corporation. Ils travaillent de chantier en chantier. Et s'ils veulent être payés, il faut qu'ils puissent apposer leur signature sur chaque pierre. Nous sommes remontés des entrailles de Lozerte pour rejoindre la surface et découvrir le cœur battant du village, la place des Cornières. Elle est bordée d'arcades en anse de panier sur ses 3 côtés. Il y a quelques jolies terrasses de café, une superbe halle du 19e siècle et un étrange coin relevé, fruit de l'imagination du céramiste d'art Jacques Buchholz.
Alors ce qu'on appelle la cornière, c'est bien la rue couverte qui entoure donc les 4 côtés de la place. Alors c'est vrai qu'ici, la place elle a carrément changé de visage, si on peut dire. Parce que bon, comme dans toutes les places, sur toutes les places de village, on avait une grande halle. Bon, arrive le 19e. Arrive le 19e siècle et là, en fait, cette halle, on va complètement la reconstruire. Donc on la construit avec des briques et de la pierre et les Lozertains sont pas super contents. Donc ils vont mettre la pression sur la municipalité, si j'ose dire, à l'époque, pour faire construire une deuxième halle. Et c'est donc cette deuxième halle, celle que l'on voit aujourd'hui à Lozerte et qui a été d'ailleurs rénovée l'année dernière. Et donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, à Lozerte, on avait 2 halles, la halle centrale et la halle que l'on voit toujours. Par contre, j'ai une question. Tu dis que les Lozertains ne la trouvaient pas pratique, la première, mais on est d'accord que si on regarde les deux, elles se ressemblent quand même beaucoup. Ah oui, c'est exactement la même dimension. Donc la deuxième, elle est construite 40 ans plus tard. Donc on est toujours sur ce style un peu massif. Mais c'est vrai qu'on a complètement perdu le cachet de la halle du Moyen-Âge, comme on peut le voir dans d'autres villages. Donc là, on est en train de se diriger vers l'esplanade de la Barbacane, c'est ça ? Oui, l'esplanade de la Barbacane. Alors c'est un point de vue qui est superbe, avec un point de vue à plus de 180 degrés. Si on regarde en contrebas, on voit le cimetière. Et c'est là qu'avait été construit au 9e siècle l'église qui s'appelait l'église Notre-Dame-des-Vaux. Et à l'intérieur de cette église, dans le chœur, coulait une source miraculeuse. Moi, j'adore. Donc, c'est vrai qu'on a eu quelques histoires de miracles. Et donc, c'est une source qui, au niveau des vertus, soignait les infirmes, les estropiés, ceux qui ont du mal à marcher, l'arthrose aussi, tout simplement. Donc, un petit bain peut être salvateur. Elle coule toujours. Oui, elle est toujours là, elle est toujours présente. C'est un lieu qui, historiquement, est un peu chargé d'histoire. Ouais. Donc, on vient d'arriver ici dans la salle du conseil de la mairie de Lozerte, parce que tu voulais me montrer un petit trésor. Alors, moi, j'avais en tête que Lozerte, c'était une ville médiévale, mais son histoire, elle est beaucoup plus ancienne. Ah oui, c'est clair. Alors c'est vrai qu'on a retrouvé dans les années 80 un trésor de pièces, donc des pièces gauloises qui ont été datées du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu les motifs et puis ceux qui l'ont étudié ont jugé que ces pièces avaient été frappées à Toulouse. On est bien sur un trésor gaulois. Elles ont été retrouvées où exactement, ces pièces ? Alors ces pièces, elles ont été retrouvées dans l'ancien hôpital qui avait été construit en 1222. Et dans les années 1980, on a remanié ce bâtiment pour le transformer en maison de retraite. Et c'est à cette occasion, lors des travaux, qu'on a retrouvé donc un pot en terre cuite avec environ 300 pièces. Est-ce que tu peux me dire à quoi elles ressemblent, ces pièces ? Alors les pièces, quand on les regarde, c'est vrai que d'un premier abord, on se dit tiens, mais elles ont des formes un peu bizarres. Bon, les pièces sont pas toutes rondes dans les différentes époques, elles sont pas toutes rondes comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait des matrices qui permettaient de frapper la monnaie. Et donc on prenait du métal. Alors là, en l'occurrence, c'est du cuivre recouvert d'argent et qui était ensuite frappé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le poids qui donnait la valeur. Pour la suite de ma journée, je vais prendre la direction de Montaigu de Quercy, un petit village rural situé à environ 17 km de Lozerte. Pour m'y rendre, j'ai loué un vélo électrique et c'est parti pour une balade d'1 heure sur les routes et chemins vallonnés du Quercy. J'ai rendez-vous là-bas avec Mathieu, sur la propriété familiale, posée au milieu des champs. Avec ses sœurs, il est à la tête du Quercy des Îles, la star des apéritifs quercynois. Un doux mélange de jus de raisin chasselas, d'épices et de rhum. Je suis allé les voir tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah oui, on les entend là. Le mâle, il hurle en permanence. Et en fait, il réclame. Il veut ces petites branches de feuilles de vigne. Ils ont l'herbe, ils ont le foin, ils ont la paille, ils ont leur petite cabane. Mais non, ils veulent des feuilles de vigne. On est dans la vigne de Chasselas que nous avons plantée en 2019.
Et comme tu peux le voir, on a récolté... Donc là, on a récolté la semaine dernière. On a une toute petite parcelle de vigne, là, on a moins d'1 hectare. On n'avait pas de vigne ici chez mes parents, donc je connaissais pas ce métier. Mais la vigne a besoin d'énormément d'attention, il faut en prendre soin. Qu'est-ce que tu as dû apprendre, toi, du coup, quand tu as repris le Quercy des Îles? Alors quand j'ai repris Quercy des Îles, il a fallu tout apprendre. Il a fallu apprendre la production du raisin Chasselas. Hop. Donc j'ai été accompagné par des producteurs amis qui m'ont donné 1000 conseils, 1000 bonnes pratiques pour avoir un joli raisin. Depuis la plantation jusqu'à la récolte, la première récolte, on a planté en 2019 donc. Ensuite, notre première récolte c'est 2021, petite récolte la première année évidemment. Et je crois d'ailleurs, notre meilleure récolte c'est cette année, 2025. C'est là où on a eu le plus beau raisin. Quand tu croques un raisin Chasselas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme goût? Qu'est-ce qu'il y a comme saveur? Le sucre, le Chasselas, il est particulièrement réputé pour sa sucrosité, sa douceur. C'est un raisin avec des pépins, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Hein. C'est très personnel, mais pour ma part, je préfère les raisins qui ont des pépins. Donc on est plus dans la tradition. Déjà sur l'aspect du raisin, psychologiquement, un raisin blanc doré qui se dore au soleil, ça donne en bouche déjà un a priori qui va se confirmer avec cette douceur, cette sucrosité, ce côté savoureux qui explose en bouche. Et du coup, est-ce que tu peux je sais bien que tu vas pas me donner tous les secrets, mais me raconter un petit peu la recette du Quercy des Îles? La recette, elle est secrète. Alors, on donne quand même quelques aspects. Finalement, on donne le début de la recette, puisqu'on explique la fabrication du jus de fruits, l'assemblage avec le rhum de la Martinique, qui est à 74 degrés quand il arrive ici, et on fait une réduction à 16 degrés. Ensuite, le bois de chêne. Et puis, nous allons ajouter les quantités de vanille de Tahiti et de piment d'Espelette. Et au bout de quelques semaines, nos 4 ingrédients, la recette a parfaitement bien prise et on va pouvoir filtrer et mettre en bouteille. Alors, est-ce qu'on peut faire une dégustation? Tu penses que j'aimerais bien, Oui. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. On se lance dans la dégustation. On va commencer par déguster le jus de raisin Chasselas, qui est la base de tous nos produits finalement. Là, on est sur un produit qui est sans alcool, 100% naturel. Je te sers. Hop. Merci. À déguster bien frais. C'est hyper parfumé. Je disais, il a une touche de sucrosité, mais sans sucre ajouté. Donc, il y a quand même cette douceur. Il est très très parfumé. On sent qu'il est naturel, direct producteur. C'est pas un jus de fruits industriel. Hein. On passe au Quercy des Îles, dont on a vu toute la fabrication. Et là, on a un apéritif à 16 degrés d'alcool. Tout de suite, on a le rhum de la Martinique qui vient en bouche, qui va rester 2-3 secondes, et puis il laisse la place aux arômes, au Chasselas, aux fruits, au piment d'Espelette ensuite, qui va permettre d'avoir une très très bonne longueur en bouche, qui est utilisée principalement comme exhausteur de goût, mais qui va laisser en toute fin de bouche ce petit côté piment au bout de la langue. Quand je ferme les yeux, je m'imagine petit avec mon grand-père sur le plateau quercynois
Et l'été, comme ça, on parcourait les chemins avec son tout petit tracteur. Et c'était vraiment avec la douceur de l'été, l'insouciance de la jeunesse, un moment qui reste gravé dans ma mémoire. Je suis issu d'une famille de cultivateurs. J'ai fait mon arbre généalogique et depuis plus de 400 ans, on est installé ici. Quand on était petit, notre grand-mère, nos grands-mères, très régulièrement organisaient de grands rendez-vous de famille avec nos oncles et tantes, nos cousins nombreux. On se retrouvait donc principalement chez nos grands-parents. Donc ici même, sur le lieu de la ferme, nos grands-parents ont bâti la maison ici. Aujourd'hui, ce sont mes parents qui y habitent, mais c'était donc ici qu'on se retrouvait. C'est ici que j'ai grandi. Je me rappelle ma grand-mère qui nous faisait du pain goussé qu'on mangeait avec du raisin. Donc c'est du pain grillé que l'on frotte avec une gousse d'ail, d'où le nom, et ensuite que l'on trempe un petit peu dans l'huile et on mange ça avec du raisin et c'est excellent. Ok, on va s'intéresser un petit peu maintenant au Quercy des Îles. Donc c'est une vraie histoire familiale, une aventure familiale même. Est-ce que tu peux me la raconter et m'expliquer ce que ça signifie pour toi ? Alors au tout début, Quercy des Îles, c'est une création par un monsieur qui s'appelle Édouard Bourreau, qui est passionné de gastronomie, d'œnologie. Il était malheureux de voir qu'on jetait beaucoup de chasselas impropres à la consommation de table. Il a voulu faire des expériences à partir d'un tout petit pressoir qu'on a ici, là. Donc il a fait le premier jus de fruits dans sa cuisine, les premiers assemblages. On s'est croisés sur une dégustation à Montaigu de Quercy en 2015. Et là, il m'a dit, bon, moi, je voudrais passer la main parce qu'à ce moment-là, il avait quand même 83 ou 4 ans. Il avait semé une petite graine dans mon esprit puisque quelques mois plus tard, je suis revenu le voir avec ma famille, avec mes parents, mes sœurs. Et on lui a fait savoir qu'on était intéressés pour reprendre nous-mêmes Quercy des Îles. Qu'est-ce qui t'a touché chez cet homme-là à ce point-là pour te dire, ok, je vais reprendre le flambeau ? Édouard, c'est à la fois un génie qui a eu 1000 vies, qui a voyagé partout sur la planète, qui a fait plein de métiers tous complètement différents les uns que les autres. Il a créé Quercy des Îles. Bon, il est parti de rien, simplement par passion. Édouard, il est plein de chaleur humaine, il est d'une motivation et d'un optimisme incroyable, et il arrive à transmettre ça. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau chez lui. Et ça, c'était aussi une merveilleuse leçon. C'est sur ces bonnes paroles que je quitte Lozerte, une superbe bastide labellisée Plus beau village de France que je te recommande vraiment de découvrir en Occitanie. Facilement accessible en transport en commun, c'est une destination idéale pour un week-end nature à 1h30 de Toulouse ou 4h de Montpellier. Pour prolonger ton voyage, rendez-vous sur mon blog lafrancebaladeuse.fr où tu pourras retrouver un carnet pratique consacré à Lozerte et un guide pour découvrir la région sans voiture. N'hésite pas également à visiter le site www.quercy-sud-ouest.com qui réunit des centaines d'idées et de conseils pour explorer le Quercy. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec l'Office de tourisme du Pays de Serran-Quercy et Radio Clapas. Tu peux le réécouter sur ta plateforme d'écoute favorite ou sur le site de Clapas. N'hésite pas à le partager et en parler autour de toi. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.